merci beaucoup de votre présentation, qui d'ailleurs me surprend parce que si on l'avait pris en retard, c'est-à-dire par exemple après une demi-heure, Oui, qu'on aurait manqué toute la partie où vous avez parlé du journal d'un guérisseur et de guérison et d'amour de l'esprit, y compris la prière que vous nous avez transmise. Et qui aurait commencé donc lorsque vous commenciez à parler de l'entreprise et puis de billboard, et puis des syndicats, quelqu'un aurait pu trouver quand même cette conférence extrêmement intéressante et enrichissante. Et on dirait, bah, voilà quelqu'un qui travaille pour le monde d'aujourd'hui, qui fait bouger l'entreprise et qui, en plus, se sert des neurosciences, de la connaissance actuelle pour apporter, voilà, à notre société qui a tant tant de besoins de comprendre des choses, de savoir, d'avancer, de se connaître. voilà. D'où ma question. Oui, Quel est le lien qu'on peut faire entre ce qui, dans la première partie, était présidé d'une certaine façon par le mot amour, par l'esprit, par le verbe, et que dans la deuxième est présidé, enfin, je ne sais pas si présidé, mais guidé par la raison, par la rationalité, par la science, la neuroscience. C'est la méthode scientifique qui est éprouvée par toutes les autres sciences. Et comment cette guérison, puisque quand on parle guérison, on parle médecine, hein, homme médecine, dit-on parfois dans ma culture, par exemple, de l'Amérique du Sud, et la guérison, ça fait partie, ça fait penser aussi à des guérisseurs, à des pratiques chamaniques qui existent beaucoup dans mes contrées. oui. Mais comment lier les deux? C'est-à-dire, qu'est-ce que dans les sciences, dans la connaissance actuelle, dans la rationalité, dans les neurosciences, peut nous donner des lumières ou, vous ne vous occupez pas de ça, simplement vous utilisez les deux voies qui conduisent vers des connaissances, vers des expériences. Ah ben, avec plaisir, je réponds à ça parce que les deux sont très, très liés. Alors, je m'explique. Euh, on vient des siècles de lumière où la science a pris toute la place et a renié à la limite tout ce qui était ce qu'on appelle les soft skills, hein, donc, la science, il n'y a plus que pendant tout un temps, la science était omniprésente et c'est vrai qu'elle nous apporte énormément de choses, mais la véritable science, c'est d'aller chercher ce qu'on ne connaît pas encore. Or, souvent, je dirais 95% des scientifiques n'acceptent que ce qu'ils ont déjà appris et ce qui a déjà été validé. Or, les vrais scientifiques, ils essayent d'aborder les choses où il n'y a pas encore d'explication. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que les neurosciences, par exemple, et là, je vais vous expliquer un tout petit peu en quoi, moi, je trouve que les neurosciences, qui sont des sciences dures, mais apportent un énorme éclairage aux sciences molles. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le cerveau, comment nous prenons des décisions, pourquoi nous stressons, pourquoi nous sommes rigides devant certaines situations, pourquoi on revient toujours avec nos habitudes, nos croyances. Et on sait aujourd'hui que les croyances, précisément, ça fait partie du mode limbique, l'arrière du cerveau, et que le néocortex préfrontal est sujet à la spiritualité. Lorsque quelqu'un médite, eh bien, on voit, d'ailleurs, il y a plein d'expériences là-dessus, on voit combien le cortex préfrontal, il est en activité. Et c'est ce cortex préfrontal qui a cette faculté, euh, en fait, de dépasser nos limites. L'intelligence acquise, elle est derrière, elle est très utile, mais elle ne suffit pas. Nous sommes dans un monde changeant et nous devons développer de plus en plus cette capacité à nous ouvrir, à être plus nuancés, à savoir être créatif, innovant. Et donc, c'est pour ça que je trouve que quand on comprend la puissance des neurosciences sur le plan comportemental, hein, je ne parle pas sur le plan médical, eh bien, on fait des liens directs avec la spiritualité. Et d'ailleurs, Mathieu Ricard fait énormément de travaux avec l'Amérique, où on a prouvé aujourd'hui que l'activité de la méditation, de la prière, etc.,
active le cortex préfrontal qui nous permet d'être beaucoup plus ouverts, d'avoir des inspirations, d'avoir les mots qu'il faut devant quelqu'un qui est en souffrance pour réellement l'aider à prendre du recul, à se sentir mieux. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre les sciences dures et les sciences molles. L'important, c'est de faire un mixte. Et moi, je dirais même que si la science évolue tellement vite aujourd'hui, ça va très, très vite, hein, il faut savoir que les connaissances mondiales se multiplient aujourd'hui par 2 tous les 7 ans. Donc, imaginez, dans 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16 fois plus de connaissances dans 28 ans pour nos petits-enfants, nos enfants. Donc, nous vivons une période extraordinaire, mais le tout est de capter ça et de le transformer, de le transmuter en violence de bien, je dirais presque en amour, en force d'amour qui peut changer le monde. Merci pour ce témoignage. Je voulais savoir quel était le triptyque Dieu, cerveau et vous. Et je ne vois pas l'utilité du cerveau, en fait, si on peut avoir une communication directe avec Dieu. Et du coup, est-ce que si Dieu, quelque part, vous en êtes une partie, est-ce que Dieu a un cerveau? Est-ce que c'est utile? C'est amusant, oui. Bon, alors comment répondre à ça? Si je sais répondre, alors on pourrait dire que Dieu est l'esprit. Et le cerveau, est-ce que le cerveau humain, matériel, je dirais les 100 milliards de neurones que nous avons là dans notre tête, qui forcément, après la mort, vont se décomposer, est-ce que le cerveau qu'on a reçu est-ce que ce n'est pas un tremplin pour nous transformer? Voilà, vous savez, cette question ne m'a jamais été posée, mais j'essaye de trouver la réponse en accueillant la vie. Le cerveau n'est-il pas le moyen que l'amour m'a donné pour pouvoir, entre autres, raisonner, poser des questions, écouter, voir les choses et les interpréter? En fait, le cerveau le cerveau sert à interpréter les choses. C'est à ça qu'il sert. Donc, il voit quelque chose. Vous voyez un feu rouge, vous vous arrêtez au feu rouge. Il va interpréter que le feu rouge, il faut s'arrêter. Mais dans le monde de l'esprit, le cerveau, il peut nous aider à être très curieux, à vouloir comprendre des choses. Et c'est pour ça que le cerveau, c'est pas le mental, hein, attention. Quand je parle du cerveau, je ne parle pas du mental. Je parle ici, mais de cette capacité d'aimer, hein, parce qu'on dit souvent le cœur est là, la tête est là. Non, on ne parle pas du mental. Le cœur est en même temps relié avec le cerveau. Donc, c'est pas le cerveau mental, comment dirais-je, cette capacité que nous avons, ben justement, de créer, d'innover. D'ailleurs, quand on crée quelque chose, ben, on le crée à partir des connaissances qu'on a. Donc, le cerveau est pour moi, un espèce de réceptacle de capacité qu'on a pour faire des choix, pour être libre de faire ceci ou faire cela. Donc, la liberté est très fort liée à cette volonté qu'on peut exprimer. Donc, Dieu, le cerveau qu'on a, eh bien, il sert peut-être pour aller à Dieu, ou en tout cas d'aimer et, et de créer l'esprit, d'être un créateur en puissance. Alors, vous savez, le bébé qui est dans le ventre de la mère, il ne sait pas ce qui se passe après, hein, quand il va naître. Donc, nous, c'est pas qu'on on peut pas savoir ce qui se passe après, mais on peut le ressentir. Le bébé qui est dans le ventre de la mère, il entend les voix de sa maman. Il entend les choses. Il ne la voit pas. Eh bien, on pourrait dire la même chose pour nous. Nous entendons, nous pouvons entendre les voix de l'amour. Et donc, y correspondre et déjà être préparé à le faire, c'est un acte merveilleux. Merci beaucoup, Morcance, pour cet exposé, monsieur, que j'ai trouvé très riche, et puis le partage aussi de cette prière. Et bon, moi, ma question, justement, on a pu expérimenter un peu avec vous l'accueil du Verbe. Oui. Et à côté, vous avez évoqué aussi, au moment où vous avez eu cette expression, violence de bien, un petit peu. Oui. Mais il y a la violence aussi, de manière que vous avez pu expérimenter vous-même avec ces expériences syndicales, etc. Vous avez été confronté assez directement.
Donc, pour moi, c'est ça, quoi. L'accueil, comment vous avez pu gérer cet accueil de la violence? Quel est votre rapport à la violence et comment vivre avec? La violence syndicale, je peux en parler de façon très concrète puisque je l'ai vécue. Euh, alors, la violence, c'est une violence de, je dirais, d'abord, c'est ce qui se passe dans ces personnes qui ont été, je dirais, injustement traitées, qui ont été licenciées du jour au lendemain sans savoir ce qui se passe. Et comment est-ce que je m'y suis pris en deux, trois mots, comme ça, et je fais ça encore aujourd'hui dans les entreprises et je trouve ça passionnant. J'ai réuni, donc dès que j'ai commencé à engager les gens, lorsqu'ils étaient à peu près déjà une soixantaine, 80, je les ai réunis et je leur ai dit, écoutez, c'est simple, nous vivons tous des problèmes. Nous vivons des problèmes. Vous avez des problèmes dans l'entreprise parce que j'ai engagé 160 personnes sur 6 mois. Hein, donc, il faut imaginer comment organiser une entreprise alors que vous partez avec 20 personnes et vous êtes 160 6 mois après. Donc, c'est la cata. Hein. Moi, je ne savais pas gérer ça. Ce n'est pas possible. Ça va beaucoup trop vite. Et donc, je les ai rassemblés et je leur ai dit, c'est très simple, nous vivons un tsunami de réorganisation, de problèmes, vous avez tous des problèmes. Eh bien, je leur ai dit, c'est très simple, vous allez maintenant, chacun, vous allez remplir des petites fiches simplement, hein, sur lesquelles vous allez noter sur chaque fiche des problèmes que vous avez, des questions que vous avez, des soucis que vous avez, des dysfonctionnements que vous ne tolérez pas dans l'entreprise, de manière à remplir, à permettre la libération de la parole. Quand vous libérez la parole, la violence diminue et s'éteint par elle-même dans la mesure où vous traitez les choses avec eux. Parce que souvent, on a une tendance à dire, bon, donnez-moi vos problèmes, je vais les régler. Eh bien ça, là, vous êtes complètement débordé. Et ce qui est intéressant, c'est de les faire aussi régler par eux. Et c'est là que vous commencez à les autonomiser. Vous rendez l'autre responsable de lui-même, responsable de ses gestes. Et moi, j'ai vu, ça c'est vraiment, là j'ai une expérience, j'ai vu beaucoup de gens qui, au départ, disent bah, oui, ceci, ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand vous les mêlez dans la chose, c'est là que leur intelligence commence à se rendre compte que ben, peut-être qu'il faut faire autrement, il faut voir les choses autrement. Donc, il faut responsabiliser les gens sur leurs actions, mais c'est la même chose face à l'esprit. Il faut se responsabiliser pour se dire, mais je suis maître de moi-même. Et je dois entendre la vie, je dois mettre en route ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour améliorer ma propre vie. Et donc, ces violences, alors, ils ne m'ont jamais agressé avec… non, non, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est la revendication. Hein. Mais c'est important de la gérer et c'est pour ça qu'il faut le faire avec eux. Et c'est eux qui ont les solutions. Plus dans le cadre d'une société fermée comme une entreprise, enfin d'un groupe d'hommes bien défini comme une entreprise ou des groupes humains rassemblés avec une optique précise, mais dans la société. On a vu que notre société aujourd'hui réagit très, très vivement. On a eu tous les épisodes des Gilets jaunes, on a de par le monde des tas de pays qui sont ensanglantés par des violences terribles et on ne voit pas la fin de toutes ces affirmations. Et donc là, il ne s'agit pas simplement de voir comme, je pense, comme réponse de dire bah, il faut leur donner la parole. Il y a autre chose à comprendre peut-être et à faire. Est-ce que dans ta démarche de neurosciences ou de spiritualiste, de religieux, est-ce que tu as une perspective à partager avec nous là? Ça, c'est une bonne question. Alors, je voulais d'abord rebondir là-dessus en se disant, entre 1850 et 1950, il y a eu des guerres atroces avec des centaines de millions de morts. Et donc, je dirais qu'à partir de 1950, il y a quand même eu une toute autre humanité qui est en train de s'installer. Donc, en même temps, je vais parler d'une confiance que j'ai dans l'avenir et en même temps,
En même temps, il y a tant de choses qui sont horribles aujourd'hui. Et comment arrêter cette violence-là? Alors, il est vrai que, bon, moi j'habite en Belgique, j'habite en France. Cette violence, comme tu l'exprimes, elle existe aussi, pas aussi forte qu'en Syrie ou ailleurs, ou dans certains pays de dictateurs. Il est vrai que chacun doit s'autonomiser. Est-ce que moi j'ai la puissance de changer ça? Alors la réponse est oui et non. C'est non si je reste ce que je suis aujourd'hui. Moi, je peux travailler dans mon cercle restreint. Par contre, c'est vrai que personne n'y est encore arrivé. Si je développe cette force intérieure profonde, et là, j'y crois, mais il y a encore du travail à faire, je peux petit à petit, par mes actions, si je commence à révéler la vie et l'amour, eh bien, l'amour a une puissance quand même, mais là, c'est théorique ce que je dis parce que je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas vécu, donc il faut être honnête, hein, il faut être lucide par rapport à ça. Quand on dit l'amour peut déplacer des montagnes, c'est ça la réalité, mais il faut construire cette qualité en soi. Et c'est un cheminement que j'aurais pu faire, que je peux encore faire. C'est un présent et c'est vrai que cette violence qui se passe très loin ne peut s'éteindre à partir de n'importe qui, quelque part, vivrait pleinement sa foi et serait, je dirais, un exemple de transformation. Mais il faut savoir quand même que chacun a ce pouvoir, que dans ces pays-là aussi, enfin ça c'est ma vision, hein, ma vision des choses, c'est que là aussi, parfois, je me pose parfois des questions comme quand je vois des dictateurs qui font mourir des gens, etc. Parfois je me dis, mais comment se fait-il que ces gens ne sont pas assassinés à la limite, hein? Je vais jusque-là, je me dis, ils font mourir des gens et il n'y a personne qui se révolte à un point tel que, à la limite, une victime qui assassinerait son bourreau, est-ce qu'elle serait punissable, hein? Voilà. Ce serait la question à se poser. Alors, je sais que ça peut choquer, hein, mais ce sont des questions qu'on peut… Voilà. Mais la première chose à faire, c'est transformer le monde par l'amour et il est tout puissant. À nous de grandir cela en nous, mais je sais que je ne réponds pas à ta question, hein. Oui, alors d'abord, merci infiniment à Pierre Mourquin, c'était vraiment très intéressant. Pour moi, le tournant de votre intervention, c'est le moment de la prière. Ça m'a vraiment touché. J'ai senti une dimension nouvelle dans cette émission, enfin le fait de faire intervenir l'esprit. Ça m'a beaucoup touché. Aussi, votre insistance sur la joie, la créativité, parce que beaucoup de personnes ont une image fausse de Dieu, hein, un peu comme Père Fouettard ou comme… Oui. Oui, souvent, c'est la vision un peu négative que les gens ont de la religion, quoi. Et alors, indépendamment de ça, et l'échange que nous avons me fait poursuivre, vous avez parlé à un moment donné de l'intelligence collective. Oui. Oui. Alors, moi-même, je ne connais pas trop les neurosciences. Par contre, je pense avoir une certaine expérience concrète de l'intelligence collective. Oui. Il y a un texte de Émile Durkheim sur l'effervescence collective, Oui. où il parle des très grands moments de l'histoire où les gens ont produit des réflexions sublimes ensemble. Il parle de la Renaissance, par exemple, ou de la Révolution, des moments où les êtres humains atteignent un niveau supérieur, quoi. Ensemble. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression que justement, notre discussion de ce soir, c'est propice à faire naître une intelligence collective. Mais j'aimerais vous demander à vous, et peut-être aussi à Daniel Ramirez, comment on peut définir l'intelligence collective? Parce que c'est une notion finalement qui n'est peut-être pas très étudiée, mais comment vendre ce concept? D'accord. Alors, je vais peut-être répondre et puis après laisser la parole à Daniel Oui, Ramirez. oui. Donc,
J'ai encore fait, ce matin, j'ai encore fait une intervention à Paris de 3 heures en intelligence collective Ah, à partir des neurosciences. Alors, juste un petit mot là-dessus. Comment provoquer de l'intelligence? Alors, l'intelligence collective, c'est quoi? C'est pas l'addition de l'intelligence de chacun. Non, ah, ouais. c'est pas du tout ça. Mhm. C'est au contraire une manière de rebondir les uns sur les autres pour créer de la nouveauté, pour faire sortir d'une intelligence de plus, mais de sortir des nouvelles conceptions. Et donc, j'ai une façon de faire que j'ai encore vécu ce matin avec 15 managers qui se formaient, que j'ai formés aux neurosciences et à cela. Et j'insiste beaucoup sur la notion de question ouvrante. Alors, je m'explique. Ah, mhm. C'est quoi une question fermée? Une question fermée. Alors, je vais prendre un exemple. Un ouvrier rentre dans mon bureau et il me dit, voilà, la machine est en panne. OK. Je pose une question fermée. Tiens, de quelle machine s'agit-il? Et là, il va me dire, c'est la machine B. OK. Ça, c'est une question fermée. C'est facile. Puis, je vais lui poser une question ouverte. Tiens, qu'as-tu observé? Et là, il va commencer à me dire ce qu'il a vu, ce qu'il a observé. Ça fait partie de l'arrière du cerveau, c'est-à-dire qu'il va me donner des éléments qu'il connaît, Mhm. qu'il connaît. Et puis là, et c'est ce que j'ai fait ce matin, j'apprends aux gens à poser des questions ouvrantes. C'est quoi une question ouvrante? C'est une question que je poserai à mon ouvrier pour qu'il sorte simplement de ce qu'il connaît pour imaginer de nouvelles choses. Je prendrai un exemple, je dirais, tiens, OK, la machine ne marcherait pas, OK, et la personne qui fait la maintenance et qui vient tous les 6 mois, elle te dirait quoi? Elle te Ah, dirait quoi? Et là, mhm. il est obligé non plus de se référer à ses connaissances, mais il est obligé de passer dans l'avant du cerveau, c'est-à-dire le néocortex préfrontal. Il va commencer à devoir réfléchir, à nuancer ses propos, à être plus curieux, se dire oui, c'est vrai, au fond, il m'avait parlé de ceci, et donc d'aller en profondeur. Mhm. Et Mhm. lorsqu'on fait ça, on crée de la véritable intelligence collective, c'est-à-dire du plus. Oui. Hein, Mhm. plus. Voilà. Je ne sais pas trop définir l'intelligence collective, je veux dire en quoi cela m'intéresse profondément, et ce qui peut être un champ légèrement différent de celui de Pierre Morkens, puisque c'est pour le politique. Concrètement, je m'occupe de des conceptions et des idées qui ont à voir avec la société future et notamment la question des constitutions politiques des sociétés qui sont en pleine évolution et transformation. Et ce Mhm. qu'on s'est aperçu, cela depuis longtemps, par exemple, ça a commencé au début des années 2000 à Porto Alegre, au Brésil, et, dans ce qu'on a appelé les budgets participatifs. C'est une mairie, c'est une très grande ville quand même, et on a dit, bon, mais c'est les citoyens qui vont décider qu'est-ce qu'on va faire avec les sous. Mais évidemment, les ingénieurs, les économistes, ils vont dire, ben, on va faire plein de bêtises. On va faire beaucoup de bêtises. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Oui, il y a eu de bêtises. Parfois, on fait un rond-point qui coûte une fortune. Après, il faut le défaire parce que c'est pire qu'avant. Mais la grande différence, c'est que quand c'est le peuple qui se trompe, eh bien, on assume et on paye et on défait le problème. Tandis que quand c'est un soi-disant expert qui utilise l'intelligence purement individuelle, il n'est pas responsable. C'est celui qui a donné l'ordre, ou c'est le député, ou c'est le maire, ou c'est toujours un autre qui est responsable. Donc, l'intelligence collective émerge lorsque, et d'ailleurs, vous avez vous-même fait allusion à la Révolution, à des moments où les gens se sont dit, il faut le faire entre nous. On va faire ça entre nous. Hannah Arendt appelle ça, c'est une phrase très, très belle, il dit, c'est le trésor perdu des révolutions. Ouais. Perdu parce que très vite, il y a quelqu'un qui récupère tout ça et le pouvoir est centralisé. Les trésors perdus des révolutions, c'est ce qu'on appelle les conseillismes. C'est-à-dire que quand, par exemple, même la révolution russe, les soviets, au début, c'était des conseils ouvriers et des soldats, et ils ont tout décidé ensemble. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a la théorie du parti unique qui est venue, qui a récupéré tout. Donc, en fait, il faudrait, et là, bien sûr, c'est l'esprit peut-être qui peut nous aider,
il faudrait qu'un temps de paix, et non pas des très grosses crises ou des grosses révoltes, on puisse faire émerger cette intelligence collective. Et la démonstration vient d'être faite en France même, par le président qui est un pratiquant forcené de l'intelligence purement individuelle, mais il a fait l'expérience, et il n'a pas tiré les conséquences, avec le Conseil économique et social qui est devenu, enfin, qui a généré plutôt la Convention citoyenne pour le climat, qui a produit un texte absolument remarquable. Et c'est n'importe qui l'a fait. C'est des gens tirés au sort. Et ce qui montre que quand on donne la parole aux des gens, ah, vous allez régler le problème le plus difficile du monde. Et c'est n'importe qui va le faire. Alors, ces 100 quelques personnes ont travaillé profondément, ils se sont cultivés, ils ont appris et ils ont écrit, ils ont produit un texte remarquable que les experts n'auraient pas peut-être pu faire. Donc voilà en quoi l'intelligence collective est un sujet fondamental. Merci, c'est tout à fait ça, c'est fondamental, je l'entends bien et moi je le fais à petite mesure dans les entreprises et c'est vrai que ça provoque, les gens s'assument, ils doivent assumer ce qu'ils ont décidé, ils doivent corriger ce qui est, comment dirais-je, erroné, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça crée l'adhésion. Et quand il y a l'adhésion, on peut aller au bout du monde avec l'adhésion. Tandis que quand c'est quelqu'un qui a pris même une décision qui qualitativement est irréprochable, mais s'il n'y a pas d'adhésion, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux que les personnes décident les choses et s'assument. Moi, j'appelle ça la grande équation de E égale Q fois A. E égale l'efficacité, l'efficience d'une solution ou d'une décision dépend de la qualité de la décision multipliée par l'adhésion. Et si vous avez une adhésion à 100% avec une qualité de 80, ça vaut beaucoup mieux qu'une qualité de 100 fois une adhésion de 10%. Voilà. Bien, une belle démonstration mathématique. Volontiers, vous pouvez répéter la formule là? E égale Q fois A, E égale l'efficacité ou l'efficience, ou vous appelez ça l'efficience d'une solution, d'une décision, dépend de la qualité de la solution de la décision, et ça c'est les ingénieurs, hein, voilà, multiplié par l'adhésion. Est-ce que les gens qui vont s'en servir adhèrent? Oui, alors moi j'ai une question qui va revenir plus sur le côté religieux et spirituel, parce qu'on a bien compris que vous avez des applications laïques en fait de vos convictions en entreprise, ce qui est très bien. Mais est-ce que vous avez par contre une communauté qui partage vos convictions, ou est-ce que vous avez une autre forme de prosélytisme purement sur le côté spirituel et religieux? D'accord. Eh bien, en fait, je ne suis pas le seul à avoir lu ces livres, ça c'est une évidence. Et donc, on est plusieurs, que ce soit dans le monde ou en Belgique, en France, peu importe. Donc, on ne forme pas un mouvement, non. On se réunit, enfin certaines se réunissent, soit dans une ville, soit ensemble, de temps à autre, pour échanger nos pratiques, échanger nos vécus et surtout essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut capter de cette œuvre de l'esprit. Parce que quand même, les choses changent très très vite aujourd'hui. Il y a cette prise de conscience dans l'humanité. Alors, ce n'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde. Il y a des théories qui disent s'il y a 10% de la population ou 15% de la population qui veulent changer les choses changeront. Et on sent quand même dans l'humanité une vague, si on est un peu sensible, il y a quand même une vague énorme vers le besoin de trouver du sens à sa vie. Hein. On le voit, trouver du sens. Et trouver du sens, c'est aller à l'intérieur de soi-même, essayer de se comprendre c'est quoi qui nous plaît, c'est quoi qui nous ferait du bien. Alors, ce n'est pas encore toujours lié à l'esprit, à la pensée, mais je trouve que cette évolution de l'humanité, hein, elle est visible aujourd'hui, mais il y a forcément encore plein de, comment dirais-je, de rétracteurs, de gens qui ne veulent pas le changement. Mais ce changement, il est en marche aujourd'hui.
Et donc, par rapport à ta question, oui, ceux qui ont lu ces livres, il y en a qui se reconnaissent, qui se parlent. Ces livres ne sont pas vendus en bibliothèque ou en librairie. C'est vrai que l'un et l'autre, quand on rencontre quelqu'un et qu'il a envie d'en savoir plus, eh bien, il peut se procurer ces livres. Donc, voilà, alors il y a bien sûr une petite association loi 1901 dont le but est simplement d'éditer ces livres, parce qu'il faut bien, comment dirais-je, une base juridique pour vendre des livres, et qui permet aussi parfois, enfin, qui permet à des réunions de se faire et d'avertir les uns et les autres qu'il y a des réunions. Mais c'est vraiment, comment dirais-je, c'est individuel, c'est une démarche individuelle de chacun. Alors, pour être transparent, Oui. ici, j'interviens pour dire que personnellement, j'adhère à ce message, à ces 3 livres. Oui, bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Et moi, j'ai retenu quelque chose. Vous avez dit que les neurosciences pouvaient aider à lever des blocages, quelque chose comme ça, si je vous ai bien compris. Ah oui. Et ma question, c'est pour vous, quel a été l'outil primordial pour vous aider vous-même dans les blocages que vous souhaitiez, si vous en aviez, lever? Est-ce l'approche spirituelle ou l'approche des neurosciences? Alors, ça dépend des blocages. Mais alors, parlons des blocages. Nous avons tous des irritants. On a tous des irritants. Alors, je vais prendre un exemple très personnel, parce que comme ça, vous allez comprendre, et je vous donne en même temps un outil. Un outil. Alors, moi, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé l'efficacité. Quand j'étais petit, j'aimais bien que les choses soient vite faites. Et voilà, j'aime bien l'efficacité. Bon, c'est une valeur comme une autre. Voilà. Et j'avais créé une entreprise, j'avais créé des entreprises. Et en général, quand on aime l'efficacité, très souvent, on a horreur de l'inefficacité. OK ? Et l'inefficacité est un vrai blocage. Parce qu'on pourrait dire, l'inefficacité, ben oui, c'est normal qu'on ne l'aime pas. Non. Alors, juste un exemple. Donc, ça s'est passé pour moi, ça s'est passé pour moi en 93. Donc, moi qui aimais l'efficacité, j'avais une grosse entreprise et donc, quand je voyais l'inefficacité autour de moi, ça me mettait en boule. Donc, c'était un irritant. Je commençais à m'énerver. Donc, et c'est ça qu'il faut débloquer parce que dès qu'on s'énerve, on commence à stresser et quand on stresse, on sait aujourd'hui que le cortex préfrontal, il ne parle plus. Il est inhibé. Donc, on est bloqué sur nos façons de penser. Et donc, comment est-ce que j'ai arrêté et changé, créé des nouveaux circuits neuronaux pour arrêter l'inefficacité dans ma tête? Mais vous pouvez le faire par rapport à l'irrespect, par rapport au mensonge, par rapport… Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui touchent nos valeurs, qui sont contraires à nos valeurs. Et lorsqu'on s'énerve par rapport à ça, on n'est pas crédible. On ne parvient pas à changer les choses parce qu'on est soi-même très stressé, énervé et on va… Si vous avez horreur de l'irrespect, prenons un exemple très simple, vous avez horreur de l'irrespect, eh bien, devant l'irrespect qui se présente devant vous, vous risquez d'être très fâché et donc de devenir irrespectueux vous-même. Donc, c'est incroyable, mais ce sont nos antivaleurs qui nous plombent et donc il faut pouvoir travailler là-dessus et je vous donne juste un petit outil. Vous prenez une page A4, vous faites 4 colonnes, vous mettez en haut à droite, pour les 2 colonnes de droite, vous mettez ce qui vous irrite. Par exemple, ça peut être l'irrespect. Prenons l'irrespect. OK, l'irrespect, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et à gauche, vous mettez respect pour les 2 autres colonnes. Dans la première colonne, ici, vous allez écrire une quinzaine d'avantages pour le respect. Ça, vous trouverez facilement. Le respect apporte la joie de vivre, de l'ordre, du respect de l'autre. Il y a plein d'avantages au respect. Et puis, dans la colonne extrême de l'autre côté, vous allez écrire
tous des désavantages de l'irrespect. Ben oui, l'irrespect, ça entraîne la vulgarité, ça entraîne l'égoïsme, ça entraîne ceci. Et donc, ça, c'est très simple à remplir. Et puis, ce que vous faites, ça, c'est vraiment les changements neuronaux. Vous commencez à se dire quels sont les inconvénients du respect. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense tous les jours. Et pourtant, le respect poussé à son extrême est excessivement violent. Le respect poussé à l'extrême a fait 60 millions de morts pendant la dernière guerre. Le respect poussé à l'extrême vous fait un mouton. Le respect poussé à l'extrême vous rend peut-être plus du tout créatif. Vous êtes soumis, etc., etc. Et quand on fait ce travail, et puis qu'on trouve les avantages de l'irrespect, ça a sauvé des milliers de vies avec la Gestapo, avec tout ça. Donc, les avantages de l'irrespect, quand on fait la liste, on se rend compte que ça permet d'être plus créatif, ça permet d'avoir des actes civiques, ça permet parfois de sauver des vies, etc., etc. Et quand on fait ce travail, je vais vous dire ce qui se passe dans le cerveau. Parce qu'on a tous des blocages, et nos blocages viennent de nos antivaleurs, de nos aversions. Eh bien, il faut les travailler. Et en faisant cet exercice, vous prenez vachement du recul sur vous-même, sur votre façon de penser. Non pas pour dire que l'irrespect est une valeur ou que le respect n'est pas une valeur, ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de savoir rester serein devant des situations qui, jusqu'à ce jour, vous mettaient en ébullition, vous mettez en stress. Et là, quand on stresse, je vais vous dire, quand on stresse, c'est la situation qui vous gère. Quand vous êtes serein, c'est vous qui gérez la situation. Et ça, c'est une réalité neuronale, c'est une vérité biologique. Ce matin, j'ai encore fait ça avec 15 chefs d'entreprise et ils ont pris un recul colossal sur leur façon simplement de faire ce qu'ils faisaient avant en se disant mais oui, et ça me met dans le stress et ça me met dans l'impossibilité de gérer les situations difficiles. Oui, je voulais faire le lien du coup avec la spiritualité, c'est-à-dire si ce travail en fait, c'est par rapport aux questions aussi qui ont été posées, ce travail sur le cerveau te permet en fait d'être ouvert justement à l'esprit. Oui. Puisqu'à ce moment-là, c'est très intéressant parce qu'on sait, bon, la colère, c'est pas bon, on sait que c'est pas bon, mais là, du coup, on comprend qu'effectivement, ça nous bloque même au niveau de la conscience, de ce qu'on est réellement profondément en tant qu'esprit, en tant qu'être. Et donc, je partage aussi la lecture des 3 livres et voilà, je vis aussi dans cette perception-là. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant ce lien, c'est-à-dire que c'est vraiment lié, c'est un moyen aussi de rendre conscient notre fonctionnement pour pouvoir s'épanouir vraiment. Voilà, c'est ôter nos blocages. Parce que les blocages nous empêchent la spiritualité. Ils sont là tous les jours. Hein. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est parfois de noter les émotions de stress qu'on a, hein, des peurs, des angoisses, des énervements, des agacements, des colères, de la démotivation. Et en fait, ce que je viens d'expliquer, c'est quand on met des mots sur nos émotions et qu'on va chercher la racine de notre émotion. Parce que l'émotion, il suffit parfois, quand on est stressé, on pourrait dire « je vais respirer 3 fois, ça fait du bien ». C'est vrai que ça fait du bien. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez enlevé la racine de votre émotion. Et cet exercice que je viens de montrer avec avantages, inconvénients, etc., vous permet de prendre du recul sur les choses et ça change vos circuits neuronaux. Donc, je ne dis pas que ça vous permet d'être dans la spiritualité, non, ça permet simplement d'être plus à même de rentrer dans la spiritualité. C'est dans